On va pouvoir commencer. Merci à toutes et tous d'être là aussi nombreux, ça fait plaisir à voir. Quand on a conçu cet événement, je vais me présenter d'abord, je suis Salomé Chesson, je suis co-animatrice du groupe thématique LGBTI, droit nouveau de la France Insoumise. Quand on a réfléchi à cet événement, ce qui était certain, c'est que ce qui nous allait pas, c'était que les colloques sur les questions de droit LGBTI ont tendance à toujours prendre les choses sous l'angle des discriminations et des violences, et à vraiment se concentrer sur cette histoire de violence. Alors que c'est un problème qu'on rencontre en tant que personne LGBTI, mais ce n'est pas forcément le problème principal. Et il y a plein de sujets qui sont au moins tout aussi importants. Et c'était pour ça qu'on a conçu cet événement en mettant en avant des sujets comme ce qu'on a eu ce matin lors de la première moitié de ce colloque, la question de l'éducation et de l'EVARS, parce que si on est sérieux dans la lutte contre les violences et discriminations, ça passe notamment par l'éducation. Les questions de santé, parce qu'effectivement c'est un des principaux terrains sur lesquels ces discriminations ont un effet notable sur nos vies. L'accès à la santé est quand même principal, et je pense que les intervenants de ce matin vous ont permis de mieux le comprendre. Et maintenant, une troisième table ronde qu'on voulait consacrer aux structures communautaires. Donc les structures communautaires comme des lieux de résistance, de lutte et de solidarité. Pourquoi vouloir mettre à l'honneur ces structures ? Parce que ces assos communautaires, elles nous permettent déjà de faire communauté au sens propre. C'est les premiers endroits où on va généralement quand on veut rencontrer des personnes qui traversent les mêmes difficultés que nous. Parce que, de façon générale, en tant que minorité, être LGBTI a quand même une dimension assez désocialisante, puisque contrairement à d'autres cas d'appartenance à des minorités où généralement sa famille en fait partie, ce n'est pas nécessairement le cas lorsqu'on est LGBTI. Donc en fait, les assos communautaires nous permettent déjà de faire communauté au sens propre du terme. Mais elles nous permettent aussi d'accéder à nos droits, dans le sens où une bonne partie des droits des personnes LGBTI, comme on en a parlé ce matin, ne sont pas forcément garantis sans l'existence et la présence des assos qui peuvent nous aider à accéder à nos droits, nous accompagner. Elles permettent de nous reconnaître et de nous rendre visibles et de montrer qui on est, de pouvoir aussi de partager notre production culturelle, se reconnaître et se rendre visible auprès des autres. Et parfois aussi dans la rue, on va parler des marches des fiertés. Et elles permettent effectivement, et là encore on va parler des marches des fiertés, de nous battre pour nos droits, puisque c'est les assos communautaires qui nous permettent de réaliser cette lutte. Donc, les structures communautaires sont extrêmement diverses, et c'est pour ça qu'on a voulu des représentants de plein de structures assez diverses. Donc je vais faire un petit tour de table pour vous présenter les différents intervenants autour de moi. Donc déjà à ma droite, Clara Privé, qui est vice-présidente de l'Inter-LGBT, interassociative LGBT qui organise la marche des fiertés parisienne depuis 1999, je crois. Nous avons également Laurent Bocahu en tant que trésorier de la Fédération des festivals de films LGBTQIA+, et également responsable du festival Chéri Chéri. Stéphane Corbin qui représente aujourd'hui la Fédération LGBTI+, qui regroupe donc 22 centres LGBTI+, partout en France, dans 22 départements du coup. Des représentants de centres, dont Caroline Coudard-Ramos qui représente le centre LGBTI de Touraine, et on reparlera de pourquoi on a voulu faire intervenir ce centre. On aura une contribution vidéo de Cap Caraïbes, un centre LGBTI actif en Martinique. Et finalement, on aura aussi les Invertis, un groupe transpédéguine marxiste militant qui s'est pas mal fait connaître, notamment pendant les mobilisations contre la réforme des retraites, et on parlera aussi d'autres formes de militantisme propres aux communautés LGBTI. Et finalement, Accept ST, avec Mimi, donc c'était censé être Giovanna ce matin, mais Mimi fait double emploi aujourd'hui, et du coup, qui nous parlera aussi du rôle particulier que jouent les structures communautaires dans le cas des personnes trans, qui en ont particulièrement besoin. Donc voilà pour vous donner un peu le plan, j'ai cité les intervenants dans l'ordre. Donc diversité des structures et danger
puisqu'en fait, on a un certain nombre de dangers qui pèsent sur ces structures, des dangers de diverses natures, des dangers qui viennent sur les questions de financement, où le financement de nos structures est un problème renouvelé chaque année quand on doit aller chercher des financements ou se battre pour conserver des postes, comme c'est le cas dans pas mal de structures qu'on peut connaître autour de nous. Des dangers sur notre liberté de parole, parfois en lien avec les problèmes de financement, parfois pas directement, et des dangers parfois plus directs, physiques, violents, des agressions, des attaques contre nos locaux, par exemple. Et pour ouvrir la discussion sur ce sujet-là, je ne vois pas de sujet plus actuel que les attaques qu'on voit en ce moment même se porter sur l'inter-LGBT, donc, et sur la marche des fiertés de Paris. Et c'est à ce titre-là que je voulais te laisser la parole en première, Clara. Donc, au cas où vous auriez manqué ces informations, ce qui serait surprenant, en tout cas, les accusations ont commencé à l'extrême droite et se sont portées de façon très très lourde et très très forte sur l'affiche de la marche des fiertés qui désignait clairement l'international réactionnaire comme l'ennemi des personnes LGBTI. Ça a entraîné notamment une prise de position assez claire de la région Île-de-France, qui est d'un des financeurs pas seulement de la marche des fiertés, mais de l'inter-LGBT et de ces autres manifestations. Et Valérie Pécresse, présidente Les Républicains de la région, a annoncé qu'elle retirait sa subvention à l'inter-LGBT. Donc je te laisse la parole à ce sujet, Clara. Ouais, il est assez original d'avoir ce colloque qui était prévu depuis bien plus longtemps dans cette temporalité. Ça met une toute autre perspective à cette question finalement en effet, comment est-ce que aujourd'hui les associations communautaires deviennent un lieu de résistance. Et en fait, en réalité, l'ont toujours été. Je pense qu'il est important de souligner le fait que les associations LGBTI et la communauté LGBTI s'est toujours défendue ce que j'appelle par et pour. C'est-à-dire que l'ensemble de nos associations sont en général composées majoritairement de personnes concernées. Nos luttes, on s'en est toujours saisi nous-mêmes. On a toujours fait avancer les choses nous-mêmes. Et la première Pride est une émeute qui a été lancée notamment par des personnes transracisées. Et je pense que c'est hyper important, ça aussi, de le rappeler, du fait que la communauté et la solidarité interne à la communauté a toujours été un de nos piliers aujourd'hui. Et en fait, quand on parle de lieux de résistance, c'est en effet une question qui est très très large. C'est la question des lieux, les centres en parleront mieux que moi après. C'est la question aussi de nos associations en tant que personnes morales qui sont attaquées et jetées sur la place publique de manière beaucoup plus forte. Et aussi, c'est la question de nos marches et comment nos marches sont attaquées. Je vais peut-être commencer par parler des Prides dans un premier temps, parce qu'on a des actualités assez brûlantes en ce moment sur la question des marches. On a la marche de Budapest aujourd'hui qui est complètement attaquée, où aujourd'hui les camarades de Budapest n'ont même pas encore déposé la marche de Budapest de peur de se la faire interdire. Et donc on est dans un moment où on ne sait pas si l'État osera aller jusqu'à l'interdiction, parce qu'il y a des procédures aussi en cours en Europe, et où on attend finalement un peu les décisions de ce côté-là. On a Roubaix en France, parce qu'on peut aller à l'extérieur de la France et se dire c'est ailleurs. En réalité, non. On a les menaces d'interdiction sur la marche de Roubaix où certains élus voulaient l'interdire. On a appris il y a 24 à 48 heures que encore cette année, la marche de Dijon serait interdite de centre-ville pour la 2e ou 3e année consécutive. Et donc, on refuse aux gens de marcher dans le cœur de la ville. Et en fait, on voit aujourd'hui qu'il y a tout un tas d'attaques qui ne sont pas forcément des interdictions propres ou qui ne sont pas en soi des choses qui empêchent et qui interdisent. Par contre, on a des choses beaucoup plus sournoises et des attaques beaucoup plus qui sont beaucoup plus insidieuses sur nos marches. Et donc voilà, ça passe par des changements de parcours, ça passe par des chantages au dépôt, ça passe par des prises de parole d'élus, etc. Et en fait, si déjà on autorise ce genre de choses et si déjà on se laisse déborder par ce genre de choses, nous on considère qu'on a déjà perdu. Et c'est exactement ce qui se passe avec la question de la marche des fiertés de Paris aujourd'hui, où sur des prétextes uniquement politiques, on conditionne des subventions publiques. Et ça devrait aujourd'hui nous interroger, parce que
la plupart des associations en France de loi de 1901 sont majoritairement subventionnées, enfin une grande partie, par les pouvoirs publics et les politiques publiques. Et donc, en fait, si on commence à mettre le doigt dans cet engrenage-là de vous lissez votre message politique. Je ne rentrerai pas dans le débat de l'affiche aujourd'hui pour ou contre, je pense que ce n'est vraiment pas le lieu. J'espère que vous m'accorderez ce point. Mais en fait, peu importe si on commence à rentrer dans ce débat de est-ce qu'on conditionne ou pas une subvention publique à un message politique, mais en fait, on a un souci qui fait que l'ensemble des associations vont lisser leur message, refuser de donner un certain nombre de mots d'ordre, parce qu'aujourd'hui, elles vont avoir peur de perdre leur financement et d'arrêter leur aide. Et là, on va avoir notamment tout un tas d'associations communautaires qui font de l'aide, de la prévention, de la santé, qui vont avoir un souci sur si elles n'ont plus de financement pour faire des trottes ou des dépistages parce qu'elles ont dit que l'État ne faisait pas assez, elles vont arrêter de critiquer l'État pour pouvoir continuer à aider concrètement la communauté. Et en fait, là, on rentre dans un engrenage qui n'est absolument pas possible. Et c'est pour ça que dans tout ce malheur, entre guillemets, et je vais glisser sur la question des associations, dans tout ce malheur, entre guillemets, il est presque positif que ça soit l'inter-LGBT aujourd'hui qui supporte la polémique, parce que comme le rappelait Salomé, l'inter-LGBT, elle a 25 ans, elle en a 47 si on compte la LGP avant la Lesbian and Gay Pride, dont on est directement les descendants et descendantes, et où en fait on a cette possibilité, nous, déjà, de soulever des fonds, de faire face à la polémique et de résister de manière très claire et très concrète quand il y a du chantage à la subvention qui est fait. Et on a cette capacité de protection aussi d'un certain nombre de nos associations qui pourraient être menacées et qui pourraient recevoir aussi ce type de chantage. Et on a ce pouvoir de dire non, parce que l'inter-LGBT reste une institution, quoi qu'on en pense. Et donc, en fait, il y a ce besoin de mettre en évidence qu'aujourd'hui, nos lieux communautaires, ils doivent être sauvegardés, ils doivent impérativement être protégés, et il faut qu'il y ait des choses qui soient très très fermement dites sur la question de comment est-ce qu'on finance. Et ça pose la question du financement des associations de manière un peu plus générale, de comment est-ce qu'aujourd'hui on légifère dans le sens de protection des associations, et comment est-ce qu'on assure des financements pérennes, à la fois sur du projet mais aussi sur du fonctionnement. Je finirai peut-être aussi sur la question des attaques un peu plus en propre de l'extrême droite, parce qu'en fait tout ceci est très lié. Et je vais reprendre comme exemple l'affiche de l'année dernière de la Marche des Fiertés. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont vue. Alors, il n'y a pas de violence, entre guillemets, il n'y a pas de choses. Par contre, on reprend quand même la liberté guidant le peuple avec un drapeau trans, ce qui a fait hérisser plus d'une personne, le poil de plus d'une personne. Il ne faut pas se dire que l'affiche de l'année dernière, elle a été très largement acceptée. Elle a aussi été attaquée. Par contre, ça n'a eu aucune résonance dans l'espace public, parce que je pense qu'en un an, il y a un certain nombre... la fenêtre d'Overton s'est déplacée. Et je pense qu'il faut qu'on en soit toutes et tous conscientes. En un an, énormément de mal a été fait. On a explosé la fenêtre d'Overton. On a Budapest qui a eu lieu. On a un certain nombre... on a Trump qui a pris du pouvoir et qui a attaqué les personnes trans directement. On a énormément de pays dans lesquels le droit des personnes LGBTI sont attaqués. Et donc, du coup... en fait, si ça n'avait pas été l'affiche, ça aurait été autre chose. Ça aurait été le mot d'ordre, ça aurait été une couleur sur le drapeau, ça aurait été n'importe quoi. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on ait conscience aussi que là, on a une internationale réactionnaire qui se nourrit de tout ce qui lui passe sous la main pour amener des polémiques et pour nourrir des polémiques, et que du coup, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'avoir des lieux communautaires, et notamment des interassociatifs qui soient fortes et qui fassent forteresse. Et c'est pour ça, par ailleurs, que notre travail est très complémentaire avec celui de la Fédération LGBTI, par ailleurs, sur ces aspects-là, où comment est-ce que nos interassociatives, et je finirai là-dessus, réussissent à être des lieux de protection de la communauté, dans lesquels nous, on puisse prendre les coups, nous, on puisse être en support. Et je pense que s'il y a aussi une leçon à tirer de tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, c'est aussi que, en fait, toutes nos associations, la diversité qu'on représente, etc., on peut faire des miracles, mais si on s'unit, on peut résister.
Et si on s'empare de nos outils collectifs, on peut réussir à résister. Et donc si la communauté LGBTI a prouvé dans l'ensemble de son histoire que quand elle était unie, elle était forte et elle obtenait des droits, on se rappellera le mariage pour tous, sur cet exemple-là, où on était tous derrière la même banderole, l'ensemble des lettres de la communauté, et on est exactement pareil. Si aujourd'hui on s'unit toutes et tous contre cette internationale réactionnaire qui nous attaque, alors on réussira à être plus fort et à rendre plus forts nos lieux communautaires et à réduire les attaques. Merci beaucoup pour cette intervention. On a parlé de liberté de parole et notamment de la liberté de parole qu'on peut avoir par rapport à ses financeurs. Il y a un domaine où ça va être particulièrement central dans le message, c'est le domaine de la culture. Où quand on a une manifestation culturelle, forcément la liberté de parole est consubstantielle de l'événement. Et c'est des problématiques qui se sont posées récemment dans le cadre du festival Chéri Chéri, par exemple, mais qui vont se poser de plus en plus, d'autant plus que les menaces sur les productions culturelles LGBTI sont nombreuses, que bien souvent les contenus culturels qui nous concernent sont considérés comme de la pornographie, même quand ils n'ont pas de contenu sexuel, que bien souvent on a du mal à en faire la promotion dans des espaces qui ne soient pas des espaces communautaires. Et c'est à ce titre que je voulais donc te laisser la parole, Laurent, au nom de la Fédération française des festivals de films LGBTQIA+. Ok, merci beaucoup. Alors merci de nous avoir invités effectivement à prendre la parole ici. Je me présente peut-être un petit peu, pour vous dire un peu de où je viens aussi. Donc, je suis producteur et réalisateur audiovisuel depuis 30 ans et médiateur culturel. Dès 1994, j'ai fait partie du festival du film Gay Lesbien de Paris. C'était un week-end à l'American Center accompagné d'une exposition. Aujourd'hui rebaptisé Chéri Chéri pour plus d'inclusivité. Ce festival se déroule sur 3 salles de cinéma MK2, 12 jours, 2 week-ends intenses. La 30e édition de novembre comportait 150 séances, présentait 70 longs métrages, 70 cours internationaux et avant-premières, comportait 4 jurys et 4 sections compétitives. Cette 30e édition a réuni 20 000 spectateurs, un record. Voilà. Et on est depuis effectivement des années en croissance comme ça. Alors oui, on va revenir juste un tout petit peu sur cette polémique sur laquelle on a été attaqué. Et effectivement, enfin moi, ce que j'ai retenu de cette polémique, qui était une polémique pour le plaisir de la polémique, je pense, c'est surtout qu'effectivement, elle avait été très vite ressaisie par la région, qui nous finance et qui a annoncé très vite qu'elle suspendait notre financement. Et ça, effectivement, c'est juste incroyable qu'on puisse à la fois soutenir d'un côté et puis de l'autre côté fragiliser à ce point. Donc moi ce que je retiens surtout c'est qu'effectivement quand il y a des polémiques et quand il y a sujet à polémique, qu'on en profite pour nous affaiblir et qu'on en profite pour tirer son épingle du jeu finalement. Ce qu'on est en train de voir avec Trump aux États-Unis en ce moment par exemple, où il joue à la fois l'incendiaire et le pompier, c'est un peu la même chose. On joue sur les deux tableaux, comme ça permet effectivement de dire on finance, donc effectivement on soutient, et puis en même temps à la première occasion on attaque. Donc on joue sur les deux tableaux, on satisfait tous ces électorats. C'est très pratique. Mais moi, tout ça, c'est des manœuvres politiciennes que je ne trouve pas très intéressantes. Et finalement, je préfère me concentrer sur la mission de la culture, qui est une mission d'éducation et surtout d'éducation au vivre ensemble et au partage et à la discussion. Donc en tout cas, toujours actif dans l'organisation de Chéri Chéri, moi je suis aussi aujourd'hui co-trésorier de la Fédération française des festivals de films LGBTQI. Et c'est une grande fierté qu'on ait réussi effectivement à se rassembler tous. Ce rassemblement d'une vingtaine de structures, il a pris quelques années à se mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve avec des festivals dans des grandes villes, structurés d'une certaine façon effectivement, d'autres sur des régions, certains soutenus par des associations, certains soutenus par des centres LGBT, certains soutenus par des simples salles de cinéma. Donc, on a une diversité comme ça de formes qui fait effectivement qu'on a eu beaucoup de difficultés, je pense, Benoît peut en témoigner, à se réunir, à se retrouver et à se synchroniser, à trouver effectivement une autre aussi différence qui nous a éloignés, je pense, c'est qu'on est très territorial et qu'on a chacun un petit peu le festival sur notre région, sur notre surface.
et qu'effectivement c'était assez compliqué de se rejoindre et de trouver des thématiques communes, de trouver des forces communes du rassemblement. Donc l'initiative de cette Fédé, elle a pris beaucoup de temps à se mettre en place, et on a tous, je pense aussi, plus ou moins commencé sans modèle. Alors ça, effectivement, du coup, la fédération, ça va changer, parce qu'effectivement, on est dans la formation, et on va pouvoir se former mutuellement les uns les autres, se renvoyer des expériences, se donner des retours, et se reconstruire. Voilà. On a vu d'ailleurs un petit dernier festival qui vient d'arriver à Rennes, le festival Regard, un festival auquel on souhaite évidemment un très très bel avenir. Voilà, c'était la première édition. Bon, à cette grande disparité, on a aussi évidemment une grande disparité de budget, de financement, de fonctionnement. Mais en tout cas, une chose qui nous rassemble, c'est notre passion pour le cinéma et de l'éducation par et pour l'image. C'est notre conviction que les films peuvent transformer nos sociétés, transformer le monde. Ça peut sembler un peu naïf, mais en même temps, c'est assez efficace, on pense. Alors évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait spectateur par spectateur. Autant dire que notre tâche s'inscrit dans la durée, dans l'urgence. Nous ne sommes pas très forts. Il ne faut pas nous appeler quand on a besoin des pompiers. Nous, on fait un travail de fond, et c'est vraiment dans ce travail de fond que se trouve la culture, je pense, pas dans les urgences. Grâce au cinéma, notre travail touche à l'intime, s'attache au partage des expériences et des émotions individuelles et collectives. Au travers des films que nous présentons, nous alimentons les débats de société, stimulons l'empouvoirment de chacun et chacune. L'empouvoirment, c'est le sens premier du coming out. To come out, c'est d'abord se révéler à soi-même pour mieux se comprendre et être compris, pour reprendre le contrôle et se réaliser dans sa vie, en sachant qui nous sommes vraiment et qui sont toutes ces merveilleuses personnes qui nous entourent, avec lesquelles nous faisons société. Ok, toutes ne sont pas merveilleuses et flamboyantes comme nous, mais quand même, on fait société ensemble. Cette exploration de soi et des autres à travers les films, c'est l'expérience festive et sociale que nos festivals proposent au public, au travers de programmations variées, de programmations allant de la fiction au documentaire, en passant par le journal intime, allant du court au long métrage, en passant par des films expérimentaux, des comédies musicales, des films d'animation. Aussi en matière de films, nous ne sommes pas fermés sur des questions de genre. Nos festivals sont un bain de jouvence culturelle, cinématographique, émotionnel et festif qui soigne tous les maux et toutes les blessures. Je n'aurais jamais osé formuler ça comme ça, mais finalement, c'est le retour que nous avons de la part de nos publics. Or, cette mission positive d'empouvoirment, d'acceptation de soi et des autres est rarement celle qui est mise en avant par les pouvoirs publics qui nous soutiennent, ou pas d'ailleurs. L'accent est plutôt mis aujourd'hui sur la lutte contre l'homophobie. Hier, c'était la lutte contre les MST. Pourtant, la vocation de la culture n'est pas d'être coercitive et pas non plus d'être systématiquement en lutte. Laissons ça à d'autres ministères. Nos publics ne viendront jamais à nous si nous leur promettons le sang et les larmes, quoique le film « Les Reines du drame » d'Alexis Langlois nous prouve peut-être le contraire. Comme disaient nos grands-mères, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Un peu de savoir, voilà. Promouvoir le dialogue, les échanges constructifs, promouvoir la mixité sociale de genre, c'est d'abord savoir mettre en place, mettre en scène de bons moments partagés et festifs. Et ce qui se passe entre nos écrans, c'est ce qui se passe entre nos écrans, les espaces festifs et conviviaux qui les complètent. C'est ce que nous mettons en œuvre à l'intérieur de nos festivals. La passion du cinéma et la réunion de bénévoles motivés sur la base de nos festivals. Sans cette énergie initiatrice, il n'y a pas de projet, donc, et pas de mise en œuvre. Nos festivals naissent et se nourrissent d'une soif d'images et d'échanges venus du terrain. Aucun n'est le fruit d'une décision politique venue d'en haut. Effectivement, rappelons effectivement que nous sommes venus du terrain. Pourtant, pour s'accomplir, tous ont besoin d'une politique sociale et culturelle qui les soutient fermement, durablement, sans fléchir. Les budgets de nos festivals. Bon, pour les plus petits, effectivement, ça peut sembler un peu simple et voilà. Il suffit de mettre en place une programmation de films. Enfin bon, il suffit de... On sait bien, hein, comme d'habitude. Il n'y a qu'à Faucon, exactement. D'avoir une salle de cinéma partenaire. Bon, en France, on a la chance d'avoir beaucoup de cinémas et effectivement, certains veulent bien être des partenaires. Et puis, faire surtout la promotion de notre événement sur les réseaux sociaux, sur les médias locaux. Voilà. Donc, petit travail et en même temps, gros travail.
Pour la majorité de nos festivals, les projections de films s'accompagnent de rencontres avec des invités à transporter, à loger, et incluent d'autres événements sociaux et culturels, des shows, des concerts, des expos, des soirées festives, des repas communs. Ces activités périphériques sont souvent celles qui attirent le public et initient les rencontres fécondes. Ce sont les portes d'entrée scintillantes qui mènent à nos salles obscures. Et ça, effectivement, voilà, ça semble un petit peu superficiel, mais c'est pourtant bien à partir de là que les choses se passent. Pour les festivals les mieux dotés, on peut faire des sous-titrages, on peut avoir des invités internationaux, organiser des jurys, éditer des programmes papier, organiser des séances scolaires dans le cadre de l'éducation à l'image, mettre en place des rencontres professionnelles destinées aux jeunes réalisateurs et réalisatrices. Bref, le ciel est la limite. Concrètement, nos budgets vont de moins de 5 000 € à plus de 250 000 pour le mieux loti d'entre nous. Voilà. Et non, c'est pas nous. Voilà. Nous, je parle chéri. Voilà. Les subventions publiques, les retombées attendues par ces partenaires sont très diverses. Et ça, c'est assez compliqué effectivement à gérer. Les subventions territoriales, les villes, les départements, les régions, évidemment, ce sont les élus. Donc le retour en termes d'image et de valeur défendue. Et voilà, ce souci de contenter des électeurs, des administrés, de leur donner effectivement quelques signes de bienveillance. Maintenant, comme on le voit, ça peut aller dans les deux sens, de la bienveillance et aussi de l'agression, on va le dire comme ça. Les subventions de la DRAC, et très rarement celles du CNC, les institutions culturelles, ce qu'on nous demande chez eux, en tout cas, c'est un retour qualitatif d'un point de vue culturel. L'aspect communautaire, par contre, ne les intéresse absolument pas, voire même les refroidit. Donc c'est assez compliqué, effectivement, de tout le temps être dans cet entre-deux, entre la culture et le communautaire. Et très souvent, les financeurs des uns nous renvoient chez les autres et inversement, ce qui nous permet effectivement de bien jouer. Les subventions de la DILCRA, pour parler de la DILCRA, effectivement, pour nous, c'est toujours un petit peu le même problème. Le fait qu'on soit associé à la lutte contre les discriminations, ça veut dire qu'effectivement, nous existons quasiment uniquement comme des personnes discriminées, point. Que les retours que nous devons faire et les dossiers que nous devons remplir vont aussi dans ce sens, ce qui est quand même assez incroyable et qu'effectivement on aimerait bien être vu, reconnu pour une action beaucoup plus positive, constructive et effectivement peut-être aussi pour nos paillettes, ce que ça amène dans la société, plutôt qu'effectivement notre force de lutte et de... Voilà. Je vais continuer sur les financements parce qu'effectivement, il y a d'autres sources de financement qui nous permettent d'avoir de l'indépendance. Tout d'abord, ce sont les financements privés. Hélas, en France, le mécénat n'est pas une culture très, très répandue et c'est assez compliqué. Eux aussi ont leurs questions d'image et même si c'est un petit commerce, même si c'est une plus grande société, que ce soit la BNP par exemple pour nous ou pour Mastercard, évidemment, c'est un retour d'image, toujours, encore une fois, sur des valeurs. Et hélas, ce sont aussi des financements qui sont extrêmement flous à cerner dans les intentions et très compliqués à capter et surtout à conserver. Par exemple, la BNP qui est au festival Chéri Chéri pour cette année, suite aux polémiques, potentiellement on va le perdre. Voilà. Évidemment, il faut qu'on compte surtout sur nous-mêmes et j'ai envie de dire sur nos billetteries, sur notre capacité à faire effectivement des financements, avoir des retours. Par contre, effectivement, c'est très compliqué quand on est particulièrement sur les premières éditions. On n'a pas de retour sur sa manifestation, donc c'est très compliqué d'anticiper. Après, effectivement, avec un peu d'âge, d'expérience, on peut effectivement beaucoup mieux anticiper, mais malgré tout, on n'est pas à l'abri d'accidents. Le Covid nous l'a prouvé. Alors, effectivement, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ces financements, vraiment, il faut qu'ils soient dans la pérennité. Ce qui est problématique pour nous, c'est qu'ils sont annuels, et donc ça veut dire que d'une manifestation sur l'autre, et pour Chéri Chéri par exemple, ça fait 30 ans que ça dure, on nous tient la carotte, et chaque année, voilà, il faut tout recommencer depuis le départ, sans assurance. Évidemment que ça continue. Donc, je suis tout à fait d'accord, évidemment, il faut qu'il y ait des politiques qui soient à la fois sociales, culturelles, qui nous donnent confiance et qui nous soutiennent avec confiance, sans fléchir. Voilà. Ce sera un petit peu le Merci beaucoup. Et donc, on en revient à la question des financements, et la question va être aussi centrale. Je vais m'adresser à la Fédération LGBTI+, qui regroupe donc
qui regroupe donc 22 centres LGBTI. Ces centres, ils ont vu leur mission se modifier assez profondément par rapport à l'époque où ils avaient été envisagés au départ. J'ai donc envie d'interroger Stéphane donc, sur cette évolution sur cette question des financements évidemment, mais aussi cette évolution des missions des centres telle qu'elle s'est produite. Merci Salomé. Bonjour à tous. Merci à Clémence Guettet et à Ségolène Amiot de nous avoir invités. Et je constate que Ségolène, on a pris l'habitude de se rencontrer assez rapidement et fréquemment maintenant du fait de notre proximité régionale. Aujourd'hui, évidemment, je suis mandaté par la Fédération LGBTI+, qui n'a pas toujours eu ce nom-là. Et ça, c'est dans une explication du changement des missions aussi. Et aussi d'un des membres de la fédération, à savoir Quasar, QAZAR, qui est le centre LGBTI+, d'Angers et du Maine-et-Loire. Alors, sur ces deux questions-là, puisque c'était ce qu'on avait discuté avec Salomé pour la préparation, je dirais qu'effectivement, il y a une évolution des centres. Si pour celles et ceux qui, comme moi, ont connu des temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, on peut se référer aux maisons des homosexualités qui ont été un tout début. Et je suis content que Caroline, qui représente le centre LGBTQI+, de Touraine, soit là, parce que pour certains d'entre nous, on se rappelle de la MHT, la Maison des homosexualités de Touraine. Et puis ensuite, tout a évolué. Il y a eu comme phare le centre rue Keller, le centre de Paris. Et puis, il y avait toutes les associations, loi 1901, qui étaient en France, qui toutes, à l'époque, n'avaient pas le nom de centre, mais qui, par une appétence et par une réalité des besoins, ont commencé à appréhender cette question du mot centre, mais c'est aussi à travers l'histoire de la fédération. C'est-à-dire qu'en 98 à peu près, quand la fédération est créée, elle porte d'abord comme nom le terme d'alliance. Ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire qu'on était répartis sur le territoire, sur l'Hexagone, parce que là, à l'époque, on ne parlait pas encore des territoires ultramarins, malheureusement. Enfin, on pouvait en parler, mais ce n'était pas la réalité du quotidien. Et l'idée de se dire, on est tous différents, mais finalement, on partage des expériences peut-être similaires, et ça serait bien qu'on soit ensemble pour en parler. Donc, il y avait le terme d'alliance. Et puis alors après... il y a eu une faute de mon point de vue politique qui a été de s'appeler l'intercentre. Alors à l'époque, l'inter avait rouspété et elle avait bien raison. Donc très rapidement, on est passé sur autre chose parce que ça n'avait pas de sens, quoi. Enfin, c'était des histoires de guéguerre. Ça veut dire qu'on s'engueulait quand même à l'époque. Je trouve qu'on s'engueulait plus à cette époque-là que maintenant finalement, même si... Non, mais je ne parle pas de l'inter en particulier, mais on s'engueulait plus à cette époque-là. C'était plus violent et virulent entre nous qu'aujourd'hui. Parce qu'on peut avoir des différences, des divergences, ça, c'est pas un problème. Mais je trouve que c'est plus... Et c'est plus coulant parce qu'il y a la réalité de ce qu'on décrit là depuis tout à l'heure. Tu parlais du déplacement de la fenêtre d'Overton, qui est une réalité, et les attaques qu'on subit. Et donc, cette évolution-là, elle vient finalement aider les structures en local en se disant, on s'aperçoit, parce qu'on se parle justement, on s'aperçoit que, tiens, on a un problème aujourd'hui, mais nos voisins, peut-être à Nice, à Bordeaux, à Equinox, à Nancy, je devrais m'en rappeler, c'est notre siège social, à Lille ou ce que vous voulez, ils ont résolu ce problème-là. On va se parler et on va voir comment on peut finalement résoudre tout ça. Alors ça vient du fait aussi de la territorialité des réalités. Ça, c'est extrêmement important. On a mis du temps à comprendre que finalement, des réalités qui étaient valables pour une partie, je ne sais pas, la partie Est ou la partie Nord, devenaient de plus en plus une réalité pour la partie Ouest où les réalités arrivaient peu à peu. Les réalités politiques territoriales. Moi, je viens d'une région que Ségolène connaît bien, les Pays de la Loire. Nous, on est gâtés. C'est pas un problème. En tout cas, nous, à Angers, on a une région anciennement tenue par la gauche qui est passée chez Retailleau. Donc, autant vous dire que nos collègues de Nantes, nos ZIG, se sont vus retirer leurs subventions, et ce qui nous fera le plan tout à l'heure sur les subventions et les financements
de leur Cinépraille parce qu'ils avaient osé réaliser un débat sur la GPA. Motif selon lequel Retailleau disait « On ne peut pas organiser un débat sur quelque chose qui est interdit en France, ça veut dire que vous voulez le porter, donc nous on est contre, donc on vous sucre vos subventions. » C'est ça la réalité de l'histoire de la région Pays de la Loire. Et donc nous, notre département, il est entre les mains de la droite. Donc autant vous dire que chic pour les aides financières et surtout qu'on a une image... alors c'est pas tout à fait exact, mais de remuant et d'emmerdeur de gauche, pour dire les choses. Pourtant on est adorable, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et quand je vais à la préfecture, on me dit toujours, oui, mais dans les débats, vous n'êtes jamais apaisant et tout. Je dis non, je suis désolé, mais je ne peux dire que la réalité. À partir du moment où on dit que la réalité, si cette réalité-là vous dérange, alors comment est-ce qu'on la change et comment est-ce qu'on la modifie? Mais moi, je ne suis pas là pour faire des courbettes au préfet et encore moins au procureur. Je leur parle comme à un citoyen et des citoyens qu'ils sont, certes avec des responsabilités, ça, il y a du respect, mais il n'y en a plus quand la responsabilité fait que le travail qui doit être fait n'est pas abouti, en l'occurrence, sur les charges des uns et des autres. Donc, il y a la territorialité, la réalité politique et la question de l'autosupport. C'est-à-dire qu'en fonction des publics vulnérables que les associations voient venir à leur permanence, qu'elles soient courtes ou qu'elles soient étendues, eh bien, il y a besoin de se dire « qu'est-ce que je fais ?» Parce que si vous recevez une seule personne trans, enfin, je ne vois pas comment aujourd'hui ça serait possible, mais dans une association, eh bien, vous vous dites « je ne sais pas faire et je vais aller quand même tirer la manche de voisins, voisines et on va pouvoir trouver une solution. » Mais quand vous avez 10, 15, 20 personnes, vous ne pouvez plus dire « je ne sais pas faire et je m'en lave les mains ». Vous êtes bien obligé d'aller chercher des personnes. C'est mieux d'aller chercher des personnes concernées, mais s'il n'y a pas exactement cette typologie-là tout de suite, c'est de voir comment, sans prendre la parole des personnes, pouvoir effectivement les aider. Sur le juridique et le changement de prénom et d'état civil, il n'y a pas besoin d'être une personne trans pour pouvoir aider. Ce n'est pas vrai. Il suffit de se former. Donc, toutes ces réalités-là font qu'on peut être des interlocuteurs, des CORAD, y compris le fameux D à la fin, des comités d'entente du défenseur des droits et ainsi de suite, mais sans perdre de vue qu'on garde toujours nos spécificités et nos exigences. Ça reste une valeur première. Alors, il y a des centres qui sont organisateurs ou pas de marches des fiertés LGBTI+, ne serait-ce que le nom de ces marches et de ces événements de revendication dit quelque chose aussi de l'évolution de nos associations, de notre regard et de notre volonté en termes de visibilité. Moi, je crois qu'il y a un événement aussi très important, c'est enfin, même si c'est parfois un peu poussif, je le reconnais, mais le retour primordial de la prévention et de la santé. Enfin, nous, les vieux PD, on a bien remarqué qu'à un moment, on était un petit peu fatigué de parler de notre histoire, de nos camarades morts. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi ? Tout simplement qu'il y a une jeunesse qui n'a plus l'information et qui ne veut plus l'information. Alors, quand ce sont des jeunes hétéros, ils vivent leur vie, c'est très bien. Mais quand ce sont des jeunes de notre communauté, moi, j'ai un problème. Et qu'il doit bien se passer quelque chose. Et puis le mot chemsex aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Moi, je trouve véritablement qu'il y a des bonheurs. J'étais hier soir, par hasard, invité au cabaret Kers, au gymnase, et j'entends parler d'une association que je découvre, qui est Chemspose, par exemple. Et je trouve intéressant que des gens qui sont concernés, ils ne sont que 3 pour l'instant, mais ils offrent des ateliers, des choses comme ça. On n'a pas besoin d'être un centre pour avoir des idées, pour les faire et pour les mettre en place. C'est une évidence. Donc l'autosupport reste toujours importante. Et puis, nationalement, allez, sans être Madame Irma avec une boule de cristal, qu'est-ce qu'on remarque ? On a 3 grandes catégories de public aujourd'hui. Il y a peut-être des différences dans certaines villes, je suis d'accord. Mais grosso modo, ce sont les demandeuses d'asile, les personnes
trans, dans leur grande diversité, à genre, non-binaire, en questionnement, les personnes intersexes aussi. Alors là, je fais une parenthèse tout de suite pour la refermer. Les personnes intersexes, c'est vrai que d'un certain point de vue, dans nombre d'associations, on est un petit peu démunis. Heureusement, il y a le CIA, mais c'est vrai elles sont tellement sollicitées qu'elles ont du mal, les personnes, à pouvoir nous donner de l'aide ou pouvoir nous aiguiller, et ainsi de suite. Mais c'est bien parce qu'on se rencontre dans les différents temps, le comité d'entente du défenseur des droits et ainsi de suite, et on s'échange des informations. Et en tout cas, j'ai bien entendu qu'il y avait des PPL en préparation, c'est très intéressant. Et puis pour terminer, sur les grandes familles, il y a toutes les personnes en précarité. Moi, je pense à un centre comme Marseille, par exemple, qui est un nouveau centre qui existe depuis maintenant, ça va bientôt faire 2 ans, grosso modo. C'est la question qui les travaille, parce que c'est la réalité du terrain, parce que c'est Marseille. Alors tout à l'heure, pour faire un point avec ce que disait Clara sur les interdictions comme Dijon et ainsi de suite, il s'est trouvé que à cette époque-là, je m'occupais de la fameuse Europride 2013, qui avait quand même un peu déraillé au départ et qui a bien déraillé après, mais enfin sur la partie marche. Moi, je me souviens très bien d'une discussion dans cette grande salle de la préfecture avec le préfet de région. Alors, j'ai rien contre Marseille, moi j'adore Marseille, mais les personnalités sont quand même très fortes et très marquées. Et il m'accueille en me rentrant en bille en tête dans l'art, en me disant « Ah, de toute façon, vous venez pour l'organisation de l'Europride, c'est 80 000 balles sur la table parce que vous payez la sécurité. » Ok, j'ai dit « D'accord, ok ». Et puis la conversation se poursuivait et je lui ai dit c'est très embêtant ce que vous nous proposez parce que en réalité vous êtes en train de fouler aux pieds un principe très simple, c'est l'égalité de traitement sur le territoire national. C'est-à-dire que si vous demandez à ce qu'on paye, nous, la sécurité de la marche de Marseille, pourquoi Paris, alors tacle à l'inter évidemment, pourquoi est-ce qu'ils ne payent pas, eux ou elles ? Et finalement, il a essayé d'argumenter, ainsi de suite. Moi, je lui ai dit, c'est pas compliqué, on sort de la réunion. Si vous me dites que oui, on entame le recours immédiatement. Et l'affaire va être réglée parce que vous allez perdre. Et au bout de la conversation, il nous dit, voilà, on se sépare. Je lui dis, non, moi, j'ai pas ma réponse. Moi, je veux ma réponse. Oui, non. Et là, la réponse a été, oui, on va s'arranger, machin bidule. On est passé à autre chose. Donc, dans les interdictions, dans tous les emmerdements qu'on entend, qu'on reçoit, y compris des forces politiques, il ne faut pas hésiter à avoir des arguments juridiques et aller chercher les avocats pour aider. Parce qu'il y a forcément, dans l'état de droit que nous sommes, et alors là, on a tous en tête certains propos du ministre de l'Intérieur actuel où l'état de droit l'enquiquine, mais ça, il faut qu'on se batte pour cet état de droit-là, même si dans l'état de droit, il y a le mot État avec qui on peut ne pas être d'accord. Il y a aussi autre chose, je vais arriver sur les financements pour terminer. Il y a une réalité actuellement, c'est l'arrivée de toute la jeune génération queer qui bouscule toutes les vieilles générations. C'est très très bien. On a vraiment, dans certains centres, beaucoup de difficultés, les vieilles lesbiennes, les vieux gays, et ainsi de suite, mais on leur dit, c'est ça et vous n'avez pas le choix, parce que c'est eux, elles et eux, qui aujourd'hui représentent la succession, votre suite, et qu'il n'est pas question de les laisser à la porte, ils doivent pouvoir entrer, et vous ne pouvez pas les empêcher de rentrer, en tout cas, il me semble. Pour les financements, vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, que le Gyrophare, qui est le centre de Bordeaux, a été attaqué par les zémouristes. C'est-à-dire qu'ils l'avaient déjà fait une fois. Là, comme ils ont leur champion qui est au ministère de l'Intérieur, ils lui ont déposé, en passant à Arcachon, joli lieu en même temps, mais qui n'étonne pas, un dossier pour une demande de dissolution du Gyrophare avec des prétendus problèmes de financement. Et ce sont les zémouristes. Bon, cela dit, moi hier, j'étais à Paris représentant Quasar dans une audience devant la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris, puisqu'on était une des associations qui se constituait partie civile contre Éric Zemmour sur son négationnisme par rapport à la déportation pour motif d'homosexualité en France.
Alors c'est un débat juridique, évidemment, mais on a bon espoir. Et puis de toute façon, comme c'était une première, il n'y a jamais eu d'attaque sur le négationnisme sur notre thématique. Il y a eu d'autres affaires, mais pas sur ce critère-là. On verra comment ça va évoluer. Alors je vais conclure en disant, aujourd'hui le piège, ce qui est un bien, mais tout bien recèle sa part de mal, effectivement, un certain nombre de nos structures sont financées par la DILCRA. Ce n'est pas un mystère que de le dire. Certaines structures peuvent avoir des financements région, département, ville, et se font fort parce que politiquement c'est possible d'avoir une diversité. Le problème, c'est qu'un certain nombre de nos centres n'ont qu'un seul biais de financement, qui est la DILCRA. Alors, la véritable question, c'est de pouvoir pérenniser ça. Or, vous entendez bien comme moi les risques budgétaires dont on nous parle. Et la limite qu'on atteint, c'est comment est-ce qu'on diversifie. Et il faut aller chercher comme c'est fait par d'autres structures, et comme Laurent l'a dit tout à l'heure, les aides, ça peut être les mécénats et autre chose comme ça. Les legs aussi. Je suis désolé, mais il paraît qu'on a une population CSP, il faut aller chercher les vieilles et les vieux et qu'ils nous fassent des dons, quoi. Et quand ils passent l'arme à gauche et on leur souhaite le plus loin possible, qu'ils pensent à nous. Et que vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des fonds de dotation qui ont été créés, comme Adeos par exemple, ça fonctionne. Mais on est tellement pris les uns les unes dans nos réalités là d'emmerdement politique, de grouillage là avec l'extrême droite et de combattre l'extrême droite, les hémoristes compris, qu'on n'a pas le temps de ça. Donc il faut aller chercher des gens costume cravate qui représentent bien, qui ne sont pas des gauchistes comme nous ou des radicaux ou radicales possibles, qui font moins peur aux bourgeois éventuels. Mais c'est ça aussi l'idée, c'est d'aller chercher là où il y a des moyens. Véritablement. En règle générale, on n'a pas peur de l'argent. Nous, c'est pas un problème. L'argent, c'est pas notre Dieu. C'est juste pour faire les choses et assurer les salariés aussi de nos centres. Parce que dans nos discussions, on oublie souvent qu'il y a des filles et des garçons ou des personnes non binaires qui sont salariés des centres et qui risquent de se retrouver au chômage. Donc voilà, c'est ça aussi la réalité. Donc la richesse pour 2026 et la grande diversité des arrivées financières. Je vous remercie. Merci Stéphane. On parlait de diversité financière, on peut parler aussi de diversité des centres, et notamment on voulait demander aussi à un centre d'outre-mer une intervention. La salle n'étant pas équipée en visioconférence, c'était pas possible de le faire en visioconférence, mais on a une vidéo, du coup, on a posé quelques questions. Ah, quoi ? Alors, dans ce cas-là, je vais donner en attendant la parole à Caroline pour le centre LGBTI Touraine. On a voulu demander au centre LGBTI Touraine d'intervenir, notamment parce que le centre a été la cible de plusieurs dégradations et attaques d'extrême droite et mène un rôle assez actif sur ces questions-là localement à Tours. Et Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. C'est un premier exercice pour moi, donc 7 minutes, je note. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible. Donc pour la petite histoire, le centre LGBTI du coup a été fondé en 2005, donc on est sur les 20 ans en fin d'année. A été créé justement pour la première marche des fiertés de Tours, donc 20 ans l'année prochaine, puisqu'elle a été créée en 2005 pour la marche de 2006. L'association, elle compte à peu près 230 adhérents. On fait beaucoup d'actions, des interventions en milieu scolaire, en milieu professionnel. On a des permanences d'accueil et d'écoute 2 fois par semaine. On a ce qu'on appelle les breakfast meetings 2 fois par mois pour les demandeurs et demandeuses d'asile, pour les accompagner dans la rédaction de leur dossier notamment. Et puis on a aussi des actions à côté ou des stands extérieurs sur différentes manifestations. Donc effectivement, nous, on est très soumis aux subventions publiques puisque c'est notre premier financement, notamment de la DILCRA. Donc on attend de voir ce que ça va donner pour l'année prochaine.
on a de la chance, on a l'ARS qui nous soutient, on a la ville de Tours, le département, donc de ce côté-là, pour l'instant, on a de la chance. On sait qu'il va y avoir des élections municipales, notamment l'année prochaine, donc on verra ce que ça donnera. Donc pour revenir à l'attaque de l'extrême droite, alors effectivement nos locaux ont subi une attaque à la bouteille explosive en mai 2023. Nos 2 salariés et un bénévole étaient présents à l'intérieur du centre. Heureusement, la bouteille n'a pas explosé. La personne a été arrêtée et on est en attente pour l'instant d'avoir une date de jugement. C'était une jeune personne. Alors après, on a une association qui est là depuis quelques années sur Tours qui s'appelle Détour et Délices, qui est une association d'extrême droite, qui est très présent. Et là, en plus, ils essaient de monter une levée de fonds pour monter un bar associatif sur Tours. Donc, on surveille énormément. Maintenant, la préfecture, enfin voilà, il y a beaucoup d'associations et la préfecture est au courant du danger que ça peut comporter, mais pour l'instant, je pense qu'ils n'ont pas les moyens légaux, en tout cas, d'interdire ça. Cependant, on a de la chance parce qu'effectivement, la mairie de Tours, pour l'instant, nous soutient énormément. Les forces de l'ordre aussi. Nos locaux sont du coup des locaux de la mairie. Après l'attaque, ils ont été sécurisés avec des rideaux en fer et puis un accès du coup avec une caméra et un badge électronique. Donc ça, merci à LE. Et puis, on a fait notre marche des fiertés samedi dernier. On a regroupé plus de 5000 personnes malgré la météo un peu compliquée. Et on sait que de toute façon, tous les ans, maintenant, ça devient systématique à partir du moment où on dépose notre déclaration de manifestation. 24-48 heures après, Détour et Délices dépose une contre-manifestation. Donc là, cette année, ils étaient encore placés sur la place principale de Tours, donc sur la place Jean Jaurès, avant que nous, on arrive avec le cortège. Et comme à chaque fois, les forces de l'ordre les évacuent avant qu'on arrive. Maintenant, ils ont quand même le temps de distribuer quelques flyers et d'essayer de convaincre quelques passants. L'année dernière, on avait aussi des marquages au sol, mais en fait, la consigne avait été donnée sur les personnes en début de cortège, s'ils voyaient des inscriptions, de ne surtout rien dire et de faire comme si de rien n'était, ce qui s'y tentait bien que, en fait, finalement, personne n'a remarqué, puisque la masse des gens faisait qu'en marchant, on ne voyait rien. Donc on est très inquiets. On est inquiets aussi parce que là, s'est tenue au mois de mai la 3e nuit du bien commun sur Tours, donc qui est soutenue et créée d'ailleurs aussi par Pierre-Édouard Stérin, si vous ne le connaissez pas, à la base du projet Périclès. Juste l'anagramme suffit pour savoir ce dont il s'agit. Nous, c'est une bénévole, une autre association qui nous a alertés en nous disant que il y avait un souci avec la nuit du bien commun. C'est vrai que personnellement, j'étais pas trop au courant et trop au fait de ce qui se passait. Et très vite, en fait, beaucoup d'associations se sont regroupées pour faire un communiqué, pour dire qu'on n'était pas d'accord, pour écrire à la mairie aussi, puisque ça se faisait au théâtre de Tours et qu'on essayait de la faire complètement interdire, ce qui n'a pas été possible, malheureusement. Toujours est-il qu'on a été là pour manifester avec beaucoup de monde, qu'on s'est fait gazer. Alors ça, on n'a pas trop l'habitude sur Tours, en général ça se passe plutôt bien, mais là pour le coup on avait la fête foraine à Tours où il y a eu beaucoup d'incidents cette année. Je pense que les forces de l'ordre étaient un poil tendues par rapport à d'habitude, et puis ils avaient certainement aussi peut-être des directive de laisser passer personne, parce que des gauchos avec les cheveux verts et violets, etc., devant le grand théâtre avec les gens habillés en costume, cravate, ça faisait pas très bel effet quand même. Donc voilà, je sais pas combien de temps, encore 1 minute. Voilà, donc on est, le retour de nos bénéficiaires, des gens qui viennent, font état quand même régulièrement d'agressions, de propos transphobes, homophobes. Donc on se porte on aide ces personnes-là à porter plainte et à déposer des pré-plaintes en ligne s'il y a besoin, et à même de les accompagner
soit au commissariat, soit le jour du jugement. Mais en tout cas, on est très très vigilants. Effectivement, Détour et Délices commencent vraiment à nous questionner. Et je pense que là, notre prochaine action, ça va être de contacter les autres associations et de voir ce qu'on peut faire tous et toutes ensemble, avec les associations locales. Merci, on va pouvoir lancer la vidéo. Bonsoir et merci pour cette invitation à ce colloque sur les cartographies LGBTQIA+. Alors je vais d'abord commencer par me présenter. Je suis Sabine Schill, coprésidente de l'association Cap Caraïbes. Bonsoir à toutes et à tous. Merci également pour cette invitation. Je suis Brice Armier-Moudré, le coprésident du centre LGBT Cap Caraïbes avec Sabine. Alors, avant de répondre aux questions qui nous ont été posées et qui nous permettront d'apporter notre contribution à ce colloque, on va faire un petit peu un rappel historique d'évolution de l'association dans quelques points essentiels. Donc, l'association, elle a été créée en 2012. Puis, à l'occasion d'un atelier au courant de l'année 2018, nous avons eu l'occasion de rencontrer avec Brice, ce qui nous a amené, en fait, à nous intégrer au bureau de l'association qui, à ce moment-là, commençait à connaître un petit essoufflement. Voilà, puis ensuite, nous sommes devenus coprésidents en 2021. Janvier 2021, voilà. Donc, l'association a commencé dans une période assez difficile, parce que c'était juste au moment du début des débats sur le mariage pour tous, donc fin 2012. Elle est devenue, le 15 juin 2024, centre LGBT. Voilà. Alors, quels seraient les atouts et les forces du centre LGBT Cap Caraïbes, selon toi? Alors, pour moi, elles sont selon deux axes. Le premier, c'est un ancrage. Et le deuxième axe serait notre capacité à se situer au sein de différents réseaux, ce qui permet un renforcement. D'accord, donc quand tu parles d'ancrage local, d'ancrage culturel et historique. C'est ça, et c'est très important sur notre territoire, puisque on a une histoire qui est particulière, du fait d'une histoire coloniale, qui a une certaine empreinte, et à la fois dans notre histoire et d'un point de vue aussi de notre position stratégique dans la Caraïbe. On parle aussi de renforcement. Alors le renforcement, oui, alors il est, je le disais tout à l'heure, en fait, le fait de pouvoir se situer dans un réseau. Alors un réseau qui est local, un réseau associatif, alors ça peut être notamment les associations qui luttent sur des questions d'égalité de genre et des sexes, comme les associations féministes, qui ont toujours été très proches de nous depuis la création de l'association d'ailleurs. Et puis un réseau un peu plus large, qui est le réseau de lutte pour l'application des droits humains, quand il est vu sous un angle indivisible. Voilà. Oui. Et puis, il y a d'autres réseaux. Il y a les réseaux national. Il y a le réseau national, comme souvent. Avec la Fondation Le Refuge, SOS Homophobie, Stop Homophobie. La Fédération des centres LGBT, l'association Contact, etc. Voilà. Et puis, au niveau international, évidemment, avec Égide, voilà. Qui est l'Alliance francophone, et puis ILGALAC. Donc, ILGA, avec le volet de l'interrégion des Amériques et des Caraïbes. Voilà, c'est un petit peu là où je voulais en venir. Effectivement, on n'a pas évoqué les connexions qu'on a aussi au sein de la région Caraïbe, avec des territoires qui sont francophones, mais aussi des territoires qui sont aussi anglophones, avec lesquels on est en connexion. Alors, c'est pas toujours évident d'avoir des liens vraiment de partenariat, mais on est en lien. Ouais, on échange et petit à petit, il y a aussi des choses qui se structurent, et tout ça, ça contribue à nous renforcer évidemment dans nos aptitudes. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire des freins, des difficultés qu'on rencontre actuellement? Un peu partout, on fait face à une baisse significative de l'investissement militant, cette baisse est exacerbée par l'insularité de la Martinique, qui fait que les personnes ne veulent pas être visibles. Donc, la communauté ne peut pas être militante parce qu'elle a du mal à être visible dans l'espace martiniquais. Une autre difficulté de taille, c'est le fait aussi que les financements ne soient pas
forcément pérennes puisqu'ils sont des financements publics. On voit bien qu'à l'époque actuelle, il faut que le bureau, que l'association se mettent à chercher des financements privés. L'objectif étant de à la fois professionnaliser, mais aussi stabiliser, pérenniser le fonctionnement et les actions du centre envers la communauté et les personnes les plus en difficulté. C'est ça, en étant effectivement moins dépendant des financements publics. Pour lesquels on ne sait pas très bien où on va. C'est ça. Et une particularité de la Martinique, c'est effectivement l'impact de l'autorité religieuse quand même assez conséquent en Martinique, avec un rapport biaisé à la laïcité. On l'a vu il y a 12 ans, mais c'est toujours le cas. Voilà. Et puis on continue de faire de cet environnement, en fait, même s'il évolue, un environnement qui reste encore hostile. Et donc, on a aussi une difficulté à atteindre les publics un peu. Alors, ce sont des jeunes ou des seniors LGBT qui sont soit isolés, soit dans des situations de précarité, soit qui sont dans des milieux religieux, très conservateurs. Donc, ceux-là sont très en difficulté. Et puis, la question qui revient tout le temps et à laquelle on est confronté, c'est la question de l'hébergement. Alors, on aimerait bien, on a commencé à réfléchir avec la Fondation de Refuge à ces questions-là, puisque eux se sont réinstallés en Guyane récemment, il y a 1 an et demi, il me semble. Et donc, la Martinique, la préfecture, la cohésion sociale, la préfecture de Martinique est tout à fait prête à travailler là-dessus, donc avec nous. On avait déjà commencé avec Elisabeth Moreno il y a quelques années, mais la question d'hébergement de type le refuge avec un accompagnement social nous semble importante. En termes d'amélioration, notamment de la part des institutions nationales. Alors, ce qu'on pourrait souhaiter, c'est qu'on puisse obtenir un soutien financier beaucoup plus stable, plus pérenne, plus réannuel, qui permette de ne pas courir tous les ans après les recherches de financement sur la base de projets uniquement, mais bon, sur au moins une base solide, voilà, qui permette, comme on l'a dit déjà, d'asseoir une professionnalisation d'un certain nombre des services qu'on souhaite offrir en fait à la communauté LGBT, mais à l'ensemble de la société civile aussi, et comme on l'a dit, ne peut pas reposer sur un ensemble de militants. Voilà. Et puis, ce qu'on pourrait attendre aussi, alors plus sur un plan local, une prise de conscience politique réelle des enjeux humains qui sont traversés par cette question des problématiques LGBTQIA+, et qui rejoignent un ensemble d'autres problématiques du territoire. Voilà. Et voilà, c'est ça, que les élus locaux puissent quand même avoir conscience de l'impact de leur posture justement sur la prise en compte de ces discriminations-là. Donc qu'ils puissent s'impliquer sur ce... Qui s'impliquent vraiment. Qui s'intéressent. Et qui portent leur voix en faveur de l'application des droits des personnes LGBT, des droits humains de manière générale, sans discrimination. Voilà. Et puis évidemment des locaux adaptés et pérennes avec un accueil large du public. C'est ça. C'est-à-dire qu'on puisse avoir, parce qu'actuellement le local dont on dispose, il ne permet pas de faire de l'accueil tout public au sens où il n'est par exemple pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Voilà. Par exemple, c'est ça, c'est-à-dire qu'on puisse... Voilà. Et nous avons évoqué aussi, avant de conclure, l'éventualité d'une ligne d'écoute nationale aussi qui permettrait à toutes les associations, tous les centres LGBT de trouver, de parer au manque de moyens en termes de ressources financières et de disponibilité des militants, voire des professionnels sur l'ensemble des fuseaux horaires de la France. Ouais, donc en conclusion, on espère vous avoir apporté à travers ces quelques petites minutes de présentation quelques éclairages sur cette question particulière de l'organisation des structures communautaires sur notre territoire de Martinique. Voilà, et on vous invite à continuer à être en échange avec nous. Vous pouvez nous solliciter à travers nos réseaux, nous envoyer un mail. On est facilement trouvable notamment sur Instagram. Voilà, et puis on espère qu'il y aura à l'avenir d'autres opportunités comme celle-ci, d'échanger, de collaboration et puis de coopération
dans nos régions ultramarines, peut-être aussi avec des rendez-vous outre-mer sur ces questions-là, puisqu'il y a des problématiques aussi. Merci beaucoup à Cap Caraïbes d'avoir joué le jeu. Donc on a beaucoup parlé de centres LGBTI en mettant quelques-uns à l'honneur. On voulait aussi parler d'un autre type d'organisation. On a pu découvrir les Invertis, en tout cas pour ma part, au moment du mouvement des retraites, où on a découvert des cortèges festifs, une organisation LGBTI qui se mobilisait avec une capacité à notamment utiliser des méthodes plutôt festives dans un contexte où elles n'étaient pas du tout dépolitisées et au contraire, et où même la question de la fête et la question de la joie dans la lutte était centrale. Par ailleurs, un mouvement LGBTI qui se mobilisait principalement sur des questions qui allaient au-delà des communautés LGBTI. Ça nous paraissait du coup intéressant de parler effectivement à la fois du contexte et des enjeux qui ont mené à la fondation des Invertis et à la façon dont ces méthodes avaient été saisies et quelles conclusions ce jeune mouvement en tirait aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Or, je suis membre des Invertis, un collectif TPG marxiste. D'abord, pour commencer, je vais rapidement vous expliquer un peu pourquoi les Invertis, parce que je pense que ça a beaucoup de sens par rapport par rapport aux enjeux d'actualité politique et pourquoi le collectif a été créé. Faut voir que durant l'été 2022, on avait eu les propos homophobes de notre chère ancienne ministre Caroline Cayeux, et aussi une campagne transphobe contre des affiches du planning familial. Et en fait, il y avait un vrai constat dans le milieu militant parisien, TPG, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas eu vraiment de vraies réponses de genre politique de la communauté. Et justement, il y avait ce constat entre des militants TPG, associatifs, syndicalistes et de partis politiques, qu'en fait, fallait créer un nouveau collectif, fallait créer quelque chose. Et ce quelque chose, ça a été les Invertis. La stratégie des Invertis, pour le dire très rapidement, c'est, moi j'aime bien l'expliquer comme ça, c'est mettre du rose dans le rouge et du rouge dans le rose. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est homosexualiser la gauche, imposer nos thèmes à la gauche, nos thèmes un peu TPG. Et de notre côté, on veut aussi un peu gauchiser notre communauté. On trouve que notre communauté, en fait, elle n'est pas assez de gauche. On a des vrais problèmes à ce sujet. On a un tas de soucis, notamment l'homonationalisme, dont je vous reparlerai plus tard. Et que nous, ce qu'on veut à la fin, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est des victoires. On ne veut pas d'embrouille. Et on sait que parfois, le militantisme, c'est un peu chiant. C'est parfois pas toujours très... Voilà, parfois, ça peut être un peu déprimant. C'est pour ça que nous, vraiment, on a une approche très festive des luttes, on va dire. Par exemple, lors de la réforme des retraites, on avait notre magnifique slogan qui a été un peu trop dépolitisé et repris dans la moitié des plateaux télé. On a marre de simuler nos retraites, on veut en jouir. Ou encore la retraite à 20 ans, pour baiser, il faut du temps. Alors oui, c'est marrant, moi aussi ça me fait rire. Mais en fait, si on le disait, c'est aussi parce qu'il y avait un vrai message politique derrière. Sur la question des retraites, par exemple, ça va impacter tout le monde. Mais il faut aussi voir que nous, en tant que TPG, on sera d'autant plus impactés. Pourquoi ? Parce qu'on a d'autant plus de problèmes à trouver des emplois, que ce soit à cause des discriminations, que ce soit à cause des carrières hachées, à cause du VIH-Sida, à cause de nos parcours de transition. Et donc ça pose un peu la question que nous, on est d'autant plus concernés par toutes ces questions-là. Et qu'au-delà de ça, ça montre aussi un peu notre volonté en fait, de ramener la fête dans la politique et la politique dans la fête. On veut que nos mobilisations, nos manifestations elles soient fun. C'est pour ça qu'on va tous les jours au 1er mai avec des DJ sets. Et que dans le même temps, quand on fait des soirées, on essaie toujours d'organiser des tables rondes auparavant. Et constatant un peu le succès qu'a pu rencontrer notre collectif, je pense qu'en fait, il est surtout marqueur d'un besoin qu'il y avait dans la communauté. Je vous disais, en fait, le collectif il était parti d'un constat qu'il manquait vraiment une réponse, c'est-à-dire vraiment un mouvement TPG radical. Et en fait, je pense que c'est pour ça que notre collectif il a pu rencontrer un certain succès, parce que justement, il a pu un peu occuper cet espace vide, cet espace qui manquait, cet espace un peu de communautaire, de résistance. On a pu le voir par exemple avec le Pink Bloc. Il y avait un tas de personnes TPG, LGBTI, queer, qui étaient en mode j'ai envie de manifester, mais je vais manifester où, dans quel cortège, etc. Et là, les Invertis ont participé à créer un Pink Bloc où il y avait un tas de TPG qui étaient en mode c'est trop cool, je vais pouvoir aller manifester là, j'ai envie d'aller manifester là même. De la même manière, on a aussi pu voir la même chose avec ce qui s'est passé avec le génocide qui continue toujours en Palestine. On a toujours eu Israël et un tas de réacs qui ont toujours instrumentalisé la cause LGBTI pour justifier le génocide. Et justement, c'est là où nous, les Invertis, on a pu avoir une réponse claire là-dessus. C'est que non, le pinkwashing ne fonctionne pas. On est contre l'instrumentalisation de nos luttes et on s'oppose à cette récupération-là. Par exemple, quand il y avait des militaires israéliens qui avaient brandi
un drapeau LGBT in the name of love. Nous, on était allés manifester pour la Palestine avec un drapeau arc-en-ciel où dessus il y avait écrit in the name of anti-imperialism. Donc, comme je le disais, justement, la stratégie des Invertis, ça a été vraiment une politique de massification, vraiment de créer un espace communautaire de résistance. Tout à l'heure, je disais justement, on voulait un peu homosexualiser la gauche, tout simplement parce qu'il faut se rappeler, la gauche n'a pas toujours été notre allié. On peut penser, par exemple, à la petite phrase de Ruffin sur les questions trans. Non, voilà, ça peut cliver la société. Non, ça va pas cliver la société. Et il faut se battre pour les droits des personnes trans. Quand on se bat pas pour les droits des personnes trans, ça finit comme la gauche au Royaume-Uni. Au final, ça a nié la cause palestinienne. Et maintenant, ça nie toute revendication sociale de gauche. Et au final, on n'a plus rien de gauche là-bas. On peut aussi penser toujours aux sénatrices PS qui, quand elles n'ont rien à faire de leur vie, signent des tribunes transphobes dans des journaux pas très à gauche. Et c'est pour ça que nous, on dit toujours qu'on doit imposer nos revendications, nos thèmes à la gauche, qu'elles s'en saisissent. Parce que c'est une nécessité. Bon, maintenant, on a un peu tapé sur la gauche, donc il faut quand même bien taper sur la droite, parce que si la gauche n'est pas toujours notre allié, la droite ne le sera jamais. On peut toujours penser au projet de loi transphobe qui a été déposé l'année dernière, ou encore à Macron qui parle du changement de sexe à l'état civil et qui le parle du buesque. Et enfin, bien sûr, comment ne pas parler de l'extrême droite qui est et restera toujours la pire ennemie des LGBTI. Je tiens par exemple à rappeler que l'année dernière, il y a tout juste un an, juste après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Macron, il y avait 4 militants d'extrême droite qui avaient commis une agression homophobe à Paris. L'un d'eux, c'était le fils d'un ancien conseiller du Rassemblement national de Marine Le Pen. Et lors de cette agression, l'un d'eux a crié « Toi, t'es un sale PD, toi, t'es un trans ». Et après, devant la police, ils se sont réjouis de la possibilité de casser du PD en toute impunité en cas de victoire du RN. Et ce que je tiens à dire là-dessus, c'est qu'en fait, on a une société qui se fascise. Il y a une vraie nécessité de lutter face à ces offensives. On l'a vu par exemple avec les attaques contre l'inter-LGBT. Nous, aux Invertis, on a dénoncé ces attaques. On a écrit un communiqué à ce sujet, un communiqué. Et on tenait aussi à rappeler que la première Pride, c'était une émeute, que nous, notre but, c'est de politiser les Prides, que nous, on en a marre de ces Prides où il y a toujours plus de pinkwashing, toujours plus des entreprises qui veulent donner bon fond, mais qui au final ne font que suivre le sens du vent. On l'a un peu vu aux États-Unis, maintenant qu'il y a les fascistes au pouvoir, globalement, ils arrêtent un peu tous leurs programmes pseudo-égalité, etc. Et au-delà de ça, nous, on veut aussi montrer clairement notre opposition à la récupération de nos luttes par l'extrême droite. J'ai un peu parlé de justement un peu de ces questions de mon nationalisme. Il faut quand même voir comment actuellement on a toute l'extrême droite qui en fait, de même qu'ils avaient fait avec les luttes féministes, ils essayent de récupérer les luttes LGBTI à des fins racistes. Nous justement on est contre cet assimilationniste raciste parce qu'il ne nous sauvera jamais. Au contraire, pour paraphraser Jean Genet, si quand les immigrés sont persécutés, tu ne te sens pas immigré, alors toute ta vie tu aurais été une transpédéguine pour rien. Et c'est aussi ça, les Invertis, c'est continuer la lutte, c'est faire vivre cet espace communautaire de lutte qui nous permet de garder espoir dans cette société qui se fascise. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un projet alternatif à cette société capitaliste qui se fascise, un futur désirable en ce mois des Prides. Par exemple, hier, on organisait un ciné-débat à la Mutinerie, et vendredi prochain, on va organiser une table ronde sur les futurs désirables, et après, on va faire la teuf jusqu'à 6h du matin. Et je conclurai mon intervention avec notre mot d'ordre pour ce mois des fiertés, des paillettes à la grève, que ce mois des Prides soit un mois de lutte, parce que notre fierté, c'est et ça restera toujours la lutte. Merci beaucoup. Et je voulais conclure notamment ce tour de table avec Mimi pour Accept ST, parce que si déjà pour les personnes LGBTI non trans les espaces communautaires sont importants, ils sont vitaux pour les personnes trans. Ils le sont d'autant plus quand on est au croisement de plusieurs vulnérabilités, de plusieurs précarités, comme c'est notamment le cas des publics accompagnés par Accept ST. À ce titre, ça me paraissait important de laisser la parole pour parler de ces spécificités trans à Mimi. Et merci beaucoup. Et voilà, tu as aussi beaucoup de slogans. Moi aussi, on proposera aussi un slogan que toutes les pipes méritent un salaire. Bah oui, parce que ça nous paraît marrant, mais enfin, ça nous donne beaucoup de réflexion sur la communauté des meufs trans qui encore on dit que dans presque clandestinité,
Je pense que d'ici, on a beaucoup de personnes de génération un peu moins de 40 ans, moins de 30 ans, mais moi aussi. Mais j'aimerais bien quand même qu'on se rappelle que, par exemple, les flics ne seront jamais nos alliés, dans le sens que nos ancêtres ont été criminalisés. Déjà par l'administration coloniale, par les mœurs occidentaux, chrétiens, etc. Et avec le temps, on a déjà vu que la criminalisation de l'homosexualité ou la transidentité, ça date même pas... la décriminalisation de ça date même pas 100 ans. C'est encore une histoire récente. C'est-à-dire que les ancêtres qui sont encore vivants aujourd'hui, les survivants de l'épidémie de sida, de toutes les violences policières, et comme tu viens de dire, Clara, les meurtres de la révolte de Stonewall, ça nous grave toujours dans les mémoires, dans le sens qu'en fait, on peut pas oublier qui sont vraiment nos alliés. Et comment on peut construire une autonomie politique dans notre propre camp, parce que, comme beaucoup d'entre nous savez très bien que ça prend beaucoup de temps aussi avant que la gauche réfléchisse sur comment on peut travailler avec les mouvements féministes, antiracistes. Même à l'époque, il faut qu'on assume qu'il y a des fautes que les gens de gauche ont commis. Par exemple, si on se rappelle de la guerre en Algérie pour l'indépendance de l'Algérie, le PCF, la position un peu ambiguë, même si, bien sûr, ils soutiennent les colonisés, entre guillemets, mais en pratique, c'est quoi les actions concrètes? Les expulsions que les migrants, les sans-papiers ont subies par les mairies de PCF à l'époque, même si c'est un parti historique, je ne veux pas nier, parce que si on a la sécurité sociale et beaucoup de conquis sociaux, c'est aussi grâce à la mobilisation des ouvriers et aussi une partie de mobilisation des gens adhérents à cette partie historique PCF. Et du coup, le temps que la gauche digère le responsabilité coloniale, le faute coloniale, etc., ça a pris tellement de temps. Et du coup, en tant qu'acteurs et actrices de notre histoire, les transpédéquines, criminalisés parce que nous sommes transpédéquines, encore pire si on est racisé, si on est colonisé. Et aussi, quand tu es déjà criminalisé toute ta vie, c'est quoi qui te reste? Il y a que quelque chose à faire. Par exemple, tu prends la drogue, tu vis dans la rue jour après jour, tu fais le travail du sexe. Je ne veux pas dire que ce n'est que une seule fatalité. Genre, ce n'est pas toutes les personnes transpédéquines qui sont dans cette situation. On peut bien voir les transpédéquines qui disent que oui, c'est facile, on peut faire d'autres choses, on peut ne pas faire le travail du sexe, mais c'est quoi le privilège de la position sociale et politique de cette personne qui part comme ça? Par exemple, comme les femmes bourgeoises nous disent que, les féministes bourgeoises qui nous disent que oui, que tu n'as qu'à changer ton travail. C'est facile. Je veux dire que dans le capitalisme, c'est un système politique qui nous oblige de ne pas avoir du choix du tout. On est dans la logique de productivisme, on est presque considéré comme les machines à profit. Et du coup, en tant que femme, en tant que trans, et encore sans papier, sans repos, etc., il n'y a que quelque chose comme le travail du sexe, etc. Ce que je voulais vous dire, ce n'est pas en fait le fait de dire ce que je suis en train de dire, ce n'est pas le fait de promouvoir que tout le monde doit venir faire ça, mais pour vous dire que c'est un fait historique, en fait, que les transpédéquines sont condamnées par toutes les répressions de l'État et aussi policières et toutes les violences coloniales qui nous frappent. Et du coup, comment peut-on construire une force sociale afin de préserver notre existence politique? C'est-à-dire que maintenant, il faut faire un travail ensemble, c'est-à-dire que on ne peut pas devenir des gens de droite non plus, parce que, comme tu as dit, la gauche n'était pas sympa, mais la droite, ça serait jamais notre ami. Et du coup, là, j'aimerais bien faire un rappel historique, et aussi, aujourd'hui, c'est peut-être l'heure de s'organiser, parce que déjà, on parle de beaucoup qu'on est victime de ci, on est victime de ça, bien sûr. On ne nie pas qu'il y a les violences qui nous oppriment, et on est dans le système de classe, et la classe sociale, la classe du siècle, la classe du genre, et tout ça, c'est inscrit dans le système d'oppression promouvu par l'État bourgeois raciste. Et du coup, comment peut-on
créer une alliance et s'organiser de manière efficace. Parce que au-delà de droits LGBT, en fait, nous avons un grand besoin de consolider nos stratégies, nos analyses et nos luttes dans un aspect plus large et plus global. Parce que ce n'est pas justement les droits LGBT qui sont menacés par le fascisme. Beaucoup d'entre nous disent qu'on voit vers la fascisation. Oui, bien sûr que je ne vais pas faire un débat théorique. Est-ce que c'est vraiment une époque fasciste, pré-fasciste ou pas? Parce que la réalité des gens entre nous, c'est quoi? Au QTF, la répression policière, les lois qui ne considèrent pas la mort des TDS, on les laisse crever la dalle. Par exemple, Géraldine a été assassinée l'année dernière, juste après le GO, et on ne peut pas nier que c'était juste un fait divers. La mort transféminicide, la mort LGBT, ce n'est pas justement un fait divers qui passe dans à la mission télévision, radio, et après ça disparaît. C'est un constat pour vous dire que la transphobie, homophobie, le racisme et le fascisme, ça tue encore. Et si on ne s'organise pas dès maintenant, ça serait encore des prochaines victimes qui pourraient peut-être un ou une parmi nous. Et peut-être qu'il y a des gens parmi nous qui ont le privilège de dire que oui, ça ne va jamais nous arriver, mais il faut reconstruire tout ça parce que les fascistes, ou comme on voit très bien, par exemple en Israël, on dit qu'on va sauver les LGBT au nom de la démocratie, la civilisation occidentale. Mais quand il y a le bombardement qui tombe sur le territoire de Gaza ou de Palestine, ils font pas la sélection. Est-ce que tu es PD? On va te sauver la vie. Non, ça tue tout. Parce que la logique du fascisme et de ce système capitaliste, ça n'a rien, ils n'ont rien à foutre de votre sexualité. Ce qu'ils veulent, c'est de savoir est-ce que vous êtes rentable, est-ce que vous êtes toujours utile à ce système ou pas, sinon ils vous décachent. Et dès que vous êtes inutile, on ne voulait pas vous voir, on veut vous éliminer. Et c'est pour ça que si on voit les transmédiquines dans le pouvoir, comme Gabriel Attal, Premier ministre, qui fait une caution LGBT parmi ce gouvernement, qui tue des gens parmi nous, on dit qu'il y a des avancées législatives, on a des lois comme ci, comme ça qui avancent, mais qui sont toujours bloquées par eux. Et c'est eux, en fait, qui précarisent de plus en plus avec l'inflation, avec tout ça. Ce n'est pas justement la haine LGBT-phobie, mais c'est tout le système entier qu'il faut éradiquer. Il faut arracher cette racine de problème. Parce que le problème de la social-démocratie, c'est quoi? C'est le fait qu'il ne veut pas vraiment se remettre en question de le privilège. Et du coup, il est temps que la couche de rupture, en fait, la couche révolutionnaire et de rupture se mettent ensemble afin de créer une force collective. Et il faut vous rappeler, aujourd'hui, il y a beaucoup de militants écolos, antifascistes, féministes qui sont menacés par cet état de la Macronie. On n'est pas encore Éric Zemmour au pouvoir ou Marine Le Pen au pouvoir, mais c'est déjà insupportable. Et ce qu'on veut, ce n'est pas justement amnistie, c'est aussi des réparations, etc. qu'il faut faire. Et peut-être pour bien tout conclure, parce que ça va prendre trop du temps. Et du coup, par exemple, j'aimerais bien faire un rappel d'une petite citation de Fred Hampton. Fred Hampton, c'est un membre de Black Panther Party qui a été assassiné en 1966 à Chicago, en fait. Lui, avant d'être assassiné, c'est pas le moment juste avant, mais juste un moment avant. C'est pas le moment en soi-même avant qu'il soit assassiné, mais voilà, je sais pas comment exprimer. Mais genre, il a dit qu'en fait, vous pouvez tuer, you can kill the revolutionary, but you cannot kill the revolution. Vous pouvez tuer, bien sûr, vous pouvez emprisonner. Aujourd'hui, Rima Hassan, notre camarade, est en prison coloniale en Israël. Vous pouvez emprisonner encore autant de militants écolos pour la Palestine, pour la justice sociale, pour écologie et pour tout ça. Emprisonnez-nous, mais vous ne pouvez pas arrêter la volonté de vouloir changer les choses, la volonté de vouloir un autre monde. Et je vous dis qu'un autre monde, c'est possible, mais ça serait possible quand on se remette en question de notre privilège et des gens autour de nous. Et il est le temps. Il faut faire la prévention. Si on ne veut pas être contaminé par le sida, bien sûr, il faut faire la prévention, il faut prendre la PrEP, il faut sucer avec les capotes, ou il faut, je sais pas. Et pour le fascisme aussi, on ne veut pas être contaminé. Aujourd'hui, notre société est contaminée, intoxiquée par l'épidémie, la pandémie de fascisme. C'est comme la terre contaminée, c'est toujours le même combat. La terre contaminée, nos sociétés contaminées, les gens qui seront tués, c'est la classe travailleuse, les sous-prolétaires, les transmédiquines, les putes, les migrantes.
Et c'est l'heure de voir que, en fait, c'est nous, en fait, les opprimés du monde entier qui doivent s'organiser. Et c'est pour ça que la libération ou émancipation de tous ces gens-là, nous, ces gens-là, ce sont nous, concrètement, matériellement. Ce n'est pas parce qu'on se bat contre ce système, parce qu'on est dans le camp de bien-pensance, on est dans le camp de lutte de classe. C'est ça, il faut dire que ce n'est pas parce que je veux me sentir bien en étant dans la mobilisation. On veut changer, on veut arracher la victoire. Et la victoire, c'est possible, comme je viens de vous dire, comme le vieux nous a dit pour finir, si vous ne vous occupez pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de vous. Allez, faites meilleur! Un, deux. Eh bien, je suis heureuse de laisser la lourde tâche de conclure après ce discours à Ségolène. Très lourde tâche, en effet. Difficile de passer après vous tous, parce que déjà, effectivement, vos parcours, pour moi, ça résonne. Alors, je me suis très succinctement présentée, mais je n'ai pas présenté mon CV. Mon CV, il commence par... dans l'espace militant, en tout cas, il commence en 2007, quand j'ai passé la porte du centre LGBT de Nantes. Et puis, il s'est poursuivi quand j'ai pris la vice-présidente du centre LGBT de Nantes et qu'il a fallu monter les prides, etc. Enfin, voilà. Je ne suis pas arrivée dans cette salle de conférence pour rajouter des paillettes à mon CV. Elles étaient déjà là. Et du coup, c'est extrêmement... excusez-moi. Ça y est, c'est parti. C'est très émotionnant, on va dire, pour moi, d'être là ce soir et d'entendre tous les... d'entendre tous vos témoignages et de voir que depuis presque 20 ans maintenant que j'ai poussé la porte de ce centre, de voir comment les associations, comment les centres se sont organisés. On construit ces forteresses, finalement, et je vais essayer de reprendre les mots de tout un chacun de cet après-midi, de cette table ronde. Vous avez construit des forteresses qui sont en lien les unes avec les autres, qui sont des espaces safe à la fois de vie, des espaces de lutte, d'accès aux droits, d'accompagnement, de ressources légales, d'accompagnement pour les victimes, pour les familles. Merci beaucoup. Mais aussi pour les parcours administratifs de transition, d'accompagnement dans la parentalité, des lieux festifs, des lieux d'accès aux soins, des espaces de culture et de mémoire. Et on a encore d'ailleurs du boulot sur justement nos mémoires. Des espaces de financement, mais des espaces qui ont besoin de financement pérenne et des financements, je vais réutiliser le terme pluriannuel, que nous ayons sortir du système par projet, qui est le projet de M. Macron. Il faut sortir de ce genre de trucs absurdes qui ne nous permettent pas, en fait, d'anticiper, de voir plus loin, de préparer l'avenir et de préparer le terrain pour celles et ceux qui vont arriver un jour, qui n'ont pas encore passé, eux, la porte de leur association LGBT locale. C'est aussi des espaces d'organisation, des marches et des manifestations. Et là, je voudrais rappeler qu'on a aussi le Tidor, par exemple, qui est porté par nos associations. On a aussi les moments mémoriels du 11 novembre, où nous aussi, on a le droit à notre gerbe, souvent en marge des autres, hein, mais notre triangle rose, on va le déposer. Ce sont aussi des lieux de rencontre, évidemment, de toutes sortes, aussi bien des parents qui s'entraident, aussi bien des personnes trans qui se donnent des conseils, et aussi bien des hommes et des femmes qui se rencontrent et qui tombent amoureux. Mais ce sont aussi des lieux de résistance, de surveillance de l'extrême droite et de politisation par l'émancipation, par la revendication et la construction de revendications communes, par le fait de soutenir les luttes qui ne nous concernent pas, mais qui concernent le voisin et que nous aimons, par la revendication et par les luttes, par l'intervention et par la création de nouveaux modes de lutte. Et là, j'aimerais vraiment un petit spécial à la Grey Pride, d'aller manifester en gris lorsqu'on ne peut pas afficher ses couleurs.
On a tous en nous des ressources insoupçonnées d'inventivité pour lutter contre toutes les formes de fascisme. Mettons-les en commun, faisons-les grandir, arrosons-les comme des graines et laissons-les éclore. C'est donc un lieu d'organisation et de riposte contre l'international fasciste, un lieu d'éducation, enfin des lieux, excusez-moi, c'est pas un, mais des lieux d'éducation et de soutien des individus. Aujourd'hui, on est dans des communautés qui se sont basées non pas sur l'héritage et la culture que nous ont transmis nos familles, et c'est bien la particularité de nos communautés, c'est qu'elles se basent, et elles sont malheureusement très rapidement précarisées, pourtant elles sont enrichies de l'ensemble des héritages culturels familiaux que nous avons et que nous mettons en commun, en plus de la culture commune que nous créons ensemble. Les cultures de lutte, les cultures culturelles, ou avec un grand Q, comme dirait Monsieur Lepage, avec toutes les créations que nous pouvons y mettre et toutes les paillettes que nous ajoutons à la vie des uns et des autres. Dans ces lieux de lutte, on voit la naissance d'associations, parfois l'extinction d'associations aussi, parce que les comportements évoluent, parce que des victoires sont gagnées. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir hurler l'envie d'être mère, hurler l'envie d'être épouse, et de l'avoir obtenu, d'avoir obtenu ce droit. Et de voir qu'effectivement, merci de l'avoir souligné, cette nouvelle génération de queer qui arrive, qui nous bouscule, parce que les notions de genre, pour nous, c'était assez binaire, voire alétrinaire, pourquoi pas. Et tout d'un coup, on nous parle de fluidité, tout d'un coup, on vient nous rajouter des couleurs, on rajoute des mots, et on se dit, tiens, finalement, j'ai une nouvelle étiquette, je ne savais pas, merci, je suis pan. C'était quoi ce mot qui n'existait pas, et cette case qui n'existait pas, et finalement encore une nouvelle communauté dans laquelle on rentre, et ces jeunes qui arrivent et qui nous disent, mais en fait, pourquoi tu veux une étiquette et qui vont encore nous bousculer, et quelque part, soyons-en fiers de ces jeunes, parce que ces jeunes, ce sont nos enfants, ce sont les enfants qui sont arrivés dans la terre qu'on leur a construite, des jeunes qui arrivent et qui savent qu'ils peuvent se marier avec qui ils le souhaitent, qui elles le souhaitent, qui savent qu'ils pourront être des parents, et c'est grâce à nos associations, à nos luttes, partout. Et donc, il faut continuer à les soutenir, sans pinkwashing. Il faut effectivement apprendre de nos erreurs passées, qui effectivement à gauche est présente, excusez-moi, parce qu'il ne faut pas se dédouaner. On a encore des choses à apprendre, on a encore des choses à porter. Et donc, je profite de ce moment pour, non pas annoncer, mais rappeler ou informer, juste que nous avons aujourd'hui, dans l'enceinte de cette maison, à l'Assemblée nationale, des propositions de loi qui sont sur la table, qui sont parfois en attente de signature. Donc n'hésitez pas à les faire chier, vos députés locaux, pour qu'ils apportent leur soutien à plusieurs propositions de loi, notamment celle du changement d'état civil en mairie, déjudiciarisée, simplifiée évidemment, à la suppression de la mention de genre à l'état civil. Qui a besoin de savoir ce que vous êtes, un homme, une femme ou autre, on s'en fout. Et ça nous simplifierait tellement la vie partout de ne pas avoir à mentionner notre genre. Une proposition de loi aussi concernant les personnes nées intersexuées qui sont toujours victimes d'assignation de genre à ce jour, malgré l'interdiction de la loi aujourd'hui, mais pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a toujours pas de pénalisation de celles et ceux qui se permettent d'assigner à un genre les enfants, et qui, du coup, se permettent de les mutiler, et de culpabiliser les parents pour les forcer à accepter une intervention chirurgicale. Et donc, tant qu'on n'aura pas pénalisé, manifestement, il va falloir un bâton pour que vraiment l'interdiction s'applique pour les enfants nés intersexués. Concernant l'asile, il y a effectivement, celle dont je vous ai parlé ce matin, la proposition de loi pour inverser cette liste des pays safe et produire au contraire une liste des pays dangereux pour les personnes LGBTI et pouvoir justement accélérer et appuyer sur l'urgence de mettre en sécurité toutes les personnes LGBTI qui sont ressortissantes de pays où elles risquent leur vie lorsqu'elles ont la simple audace d'exister. Et enfin entre guillemets, parce qu'en réalité, il y en a encore pas mal d'autres, mais
Vous avez aussi une proposition de loi pour l'accès à la PMA pour tous, à savoir la possibilité d'accéder à ses propres gamètes lorsqu'on a pratiqué l'autoconservation avant une transition de genre, d'une part. D'autre part, de pouvoir accéder à la ROPA au sein d'un couple qui ne serait pas médicalement en capacité, d'un côté ou de l'autre, de porter un enfant et de pouvoir simplement transmettre à sa moitié la lourde charge de porter son enfant, ce que d'ailleurs le reste de la population hétéro fait en permanence. Je rappelle qu'aucun homme cis ne porte d'enfant et laisse cette responsabilité à leur conjointe. Pourquoi ne pas laisser aux femmes lesbiennes ou, par exemple, cette possibilité? Soyons plus ouverts d'esprit sur cette question. Voilà. Eh bien, toutes ces propositions de loi, elles ne sont pas nées de nulle part. Elles sont nées du travail des associations, du travail des militants, des revendications des uns et des autres qui sont remontées. Parce que finalement, une des premières choses pour les politiques que nous sommes, que représentent l'ensemble des associations, c'est un thermomètre. Un des nombreux thermomètres que Macron détruit au fur et à mesure de ses mandats. Il a cette fâcheuse habitude de systématiquement casser le thermomètre. Eh bien, vous êtes les thermomètres qui nous permettent de savoir où on en est, de qu'est-ce qui reste à faire, de qu'est-ce qui ne se passe pas bien entre la théorie et la pratique, entre le légal et l'illégal, qu'est-ce qui monte et qu'on ne voit pas arriver. Je pense effectivement au chemsex et à l'abandon des politiques publiques sur la prévention, notamment dans les espaces hétéro-cis, qui va devenir un vrai problème puisque le chemsex aujourd'hui commence effectivement à se généraliser dans les populations qui n'ont plus accès à la prévention depuis déjà des décennies. Je m'arrête là parce que j'ai dépassé mon temps d'1 minute. Merci, on va avoir le temps de prendre une ou deux questions. Donc tu voulais présenter ton association. Oui. Je te laisse en 1 ou 2 minutes, d'accord ? 4-5 minutes, allez. Bonjour. Alors, je suis Pierrette Piram, la présidente de l'association Divine LGBTQA+. L'association Divine LGBTQA+, a pour vocation, pour plus de visibilité et de représentativité des Afro-Caribéens, des Afro-descendants LGBTQA+. Je pense que ici, beaucoup de personnes connaissent l'association Divine LGBTQA+, et notamment dans l'organisation de ce colloque. Mais là, moi, je ne comprends pas. Nous, on n'est pas téléspectateurs. Hein. Ça, si vous connaissez le fond des Divines, on n'est pas téléspectateurs. Mais on est des acteurs essentiels à l'heure d'aujourd'hui et fondamentaux. Donc, je ne sais pas comment ça se fait qu'on a reçu ce mail, merci quand même, mais voilà, pour les prochaines fois, on n'est pas téléspectateurs. Je ne sais pas si les personnes comprendront, mais... Donc c'est pour ça, maintenant que je prends la parole pour présenter l'association Divine LGBTQA+, qui est l'alternative divine, on va dire, essentielle pour nos communautés afro-caribéennes, LGBTQA+, et afrodescendantes. On part de très loin. On part de l'époque de l'esclavage. Nous sommes les descendants des personnes qui ont été esclavagisées par la France dans les Outre-mer. Et nous voulons, les LGBT afro-caribéens, ne pas faire oublier cette histoire. Nous voulons que la communauté LGBTQA+, prenne en compte cette histoire. C'est existentiel pour nos communautés. Nous faisons le pont entre les Outre-mer, l'Afrique et Paris, notamment, et l'Hexagone, on va dire, entièrement. Voilà. C'est une association maintenant qui a 7 ans, mais avant nous exercions en collectif, notamment. Et nous sommes des militants de terrain. Nous sommes dans les manifestations contre le racisme et contre les LGBT-phobies. Nous, c'est pas l'un sans l'autre.
Nous sommes les LGBT noirs, comme j'aime pour le dire. Mais c'est le cas, c'est exactement ça. Et nos représentativités, nous, on les veut à l'authentique. C'est-à-dire qu'on se sentira plus, se sentira plus concerné lorsqu'on aura une lesbienne noire, par exemple, devant nous, à nous parler des faits sociétals. C'est pour ça que les divines se sont levées, pour parler aussi, pour donner sa parole aux faits sociétals. Nous sommes considérés comme des concitoyens de seconde zone, parce que des Outre-mer. Et ça, c'est inadmissible. Nous discutons avec des personnes, des présidents qui ne connaissent même pas les Outre-mer. Nous parlons avec des ministres qui nous envoient des GIGN en Outre-mer, en Guadeloupe notamment. C'est inadmissible. Les LGBT afro-caribéens sont en danger, pas seulement dans les pays où ils criminalisent l'homosexualité, mais aussi en France, dans nos départements d'outre-mer. Nous envoyer le GIGN, c'est inadmissible pour réprimander juste des personnes qui demandent de l'eau, des terres non contaminées au chlordécone, des hôpitaux, la vie moins chère, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, mais aussi à La Réunion et en Guyane. Donc, c'est inadmissible d'être traité comme cela. Et je veux réellement que la communauté LGBTQIA+, soit réellement ensemble pour lutter contre ces faits-là aussi. Et donc dénoncer avec nous, en tous les cas, ça peut être fait, on peut dire, en 2024 aussi, dans les réformes de retraite, nous étions au Pink Bloc, et le Pink Bloc, nous y sommes depuis 2018 aussi. Par rapport à la loi travail, le Pink Bloc existait déjà. C'est pas par rapport à la loi retraite que le Pink Bloc a existé. Et c'est pas les nouveaux, on va dire, arrivants qu'on crée le Pink Bloc. Les divines étions dans ce Pink Bloc aux retraites par rapport au chlordécone. C'était inadmissible pour nous que la retraite soit allongée à 64 ans, alors que dans les Outre-mer, on décède à 62 ans face au cancer du chlordécone. C'est inadmissible, c'est une mascarade pour nous. Donc bien sûr que nous étions dans les manifestations contre les retraites et avec notre banderole chlordécone, qui au tout départ, qui a subi du racisme. On a subi du racisme face à cela et dans nos communautés aussi LGBTQIA+. Donc ça, nous le dénoncerons toujours, car aussi dans nos communautés, il y a du racisme. Nous sommes de la lutte intersectionnelle. Et ne pas comprendre ça, c'est vraiment une intolérance, une inadmissibilité. Voilà, les divines, en tout cas, c'est notre leitmotiv. Il faut avoir un leitmotiv, on va continuer. C'est soyons là où on ne nous attend pas. Et pour l'instant, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on nous attend. Mais j'espère qu'aujourd'hui, quand même, cette invitation, c'est qu'on nous attendait un petit peu. Voilà, les divines, eh bien, c'est, comme je dis aussi, divines ensemble, mais pas avec, voilà, c'est pas avec n'importe qui non plus. Hein. On ne va pas être ensemble, notamment avec des fascistes aujourd'hui qui s'élèvent. Donc, c'est ensemble, avec vraiment les volontés LGBTQIA+, militants, et ensemble. Et parlons, voilà, nous sommes de la sphère de, comme je disais, de l'alternative divine. C'est-à-dire qu'on veut donner on veut donner un empowerment aux personnes, en tout cas LGBTQIA+, en disant qu'on est divine, pas de l'ordre de la divinité, mais de l'ordre de s'encourager. Voilà. Et sinon, voilà, nous étions à la Pride des banlieues, et moi je ne comprends pas qu'on n'a pas aussi ce moindre petit geste, en tout cas, de les inviter aussi en intervenant. Là, on se rapprocherait, en tout cas, de nos exemples, de nos live motifs pour les divines. Mais aussi, je sais que pour la Pride radicale, en tant que cofondatrice de la Pride radicale, c'est vrai que dans les institutions, on ne vient pas s'exprimer pour les intercollectifs qui organisent la Pride radicale.
Mais, et on ne doit pas parler pour nous aussi. Ça, c'est hors de question. Mais trouvons des ponts, et les divines sont des ponts. À vous de les saisir et à nous de les prendre. Merci pour cette intervention. On va s'en faire une pause rapide. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps.